Ce bon monsieur ici, c'est Davos Seaworth. Seaworth, c'est littéralement mer vaut, du verbe valoir. Et en français, ça a été traduit par Davos Mervaux, avec un L pour un peu plus de fun. Et ce genre de traduction, on en trouve partout dans Game of Thrones. Donc essayons de se faciliter le travail en se concentrant sur le tout premier épisode de la série. Et je dis bien essayons, parce qu'il y a quand même de quoi faire. Et bienvenue sur Zedon, je suis Zed, et revenons en 2011 avec l'adaptation télévisuelle des livres A Song of Ice and Fire, qui est devenue donc la série Game of Thrones. Deux œuvres traduites en français sous le même nom, Le Trône de Fer. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une traduction littérale. Sinon, le livre s'appellerait Une chanson de glace et feu, et la série Jeu de trône, ce qui a plus l'air d'un jeu télévisé sur France 2 qu'autre chose. Et lançons-nous donc dans ce tout premier épisode. Et on commence dans le froid glacial au nord du mur, The Wall. Et dans les premiers dialogues, on parle des habitants du nord du mur, appelés Wildlings. I've never seen wildlings do a thing like this. Ce sont donc les Wildlings, qui a été traduit en français par les sauvageons. Pas le nom le plus classe ou terrifiant, mais une traduction littérale. Wild, ça veut dire sauvage. Et ling, c'est un suffixe qui veut dire en général plus petit. Et c'est utilisé par exemple pour certains bébés animaux, comme par exemple un caneton, un bébé canard, duckling, ou un oison, le bébé du noix qui se dit goose en anglais. Et avec ling, c'est changé pour gosling. Oui, comme Ryan Gosling. Donc wildling, qui veut dire un petit sauvage, en français on appelle ça un sauvageon. Et après quelques mésaventures dans la neige, nous passons au fameux générique. On y voit les lieux où se passe la première saison, mais on va les recroiser pendant l'épisode. D'ailleurs, nous voilà dans le premier lieu, Winterfell, la capitale du Nord. Et le truc marrant, c'est que c'est un de ces rares lieux qui veut dire quelque chose en anglais, Winterfell, mais qui n'a pas été traduit. Donc on va le faire. Winter, c'est facile, c'est l'hiver. And winter is coming. Wow, non, le winter is coming, on y revient plus tard. Mais par contre, Fell, c'est plus compliqué. À première vue, j'aurais dit que Fell, c'était le prétérite de Fall, tomber. After I fell off my toilet, I do this. Mais ça a d'autres sens. To fell, ça peut vouloir dire couper un arbre. Mais il y a longtemps de ça, fell voulait aussi dire terrible ou mortel. There is a fell voice on the air. Mais on a une dernière définition. Fell, c'est un type de relief trouvé au nord de l'Angleterre et en Écosse. Ce sont de longues collines et montagnes désertes, comme ceux que vous pouvez voir là à Winterfell. Donc on pourrait traduire ça par colline de l'hiver, ou pour faire plus fantasy, hiver-colline. Et c'est là qu'on voit pourquoi ils ont gardé Winterfell en français. Et donc c'est ici que nous découvrons la famille Stark. Lord Stark. Tout comme le Nord, le sens du mot Stark est assez austère. Ça peut vouloir dire désolé, comme une terre désolée, c'est-à-dire vide ou abandonnée, ou alors dur, comme un choix compliqué, ou alors un climat extrême. Our world is cold, stark. Et c'est une bonne opportunité pour parler d'accent. L'histoire de Game of Thrones est inspirée par l'histoire de l'Angleterre. Et en général, les films et séries qui se déroulent au Moyen-Âge ont des acteurs et des lieux anglais ou européens, parce qu'il n'y avait pas d'autres pays anglais à l'époque. Et donc c'est sans surprise que dans Game of Thrones, tout le monde a un accent à peu près anglais. Mais en plus de ça, on peut trouver différents accents anglais qui ont un rapport avec l'histoire de la série. Et pour la famille Stark, comme pour la plupart des habitants du Nord, on trouve un accent du Yorkshire, faisant partie des accents du Nord de l'Angleterre. C'est un accent grave et sérieux. C'est l'accent de Lord Stark ainsi que celui de l'acteur qui le joue, Sean Bean. Mais pour le coup, l'acteur Richard Madden, qui est écossais, prend cet accent pour jouer Robb. Relax your bow-arm. Et Kit Harington, de Londres, prend l'accent pour jouer Jon Snow, histoire que les fils aient les mêmes accents que leur père. Go on. Father's watching. Et justement, écoutons un peu l'accent de Lord Stark, et profitons-en pour voir un peu de vocabulaire. And which one of you was a marksman at 10? Ici est utilisé un terme très spécifique, marksman. C'est quelqu'un capable de hit the mark, c'est-à-dire toucher la cible. Et en français, on dirait que c'est un tireur d'élite. Mais le terme marksman est beaucoup plus courant. Par exemple, dans cette scène, la traduction ne serait pas « lequel d'entre vous était un tireur d'élite à 10 ans ?» On traduirait marksman plutôt par « bon tireur », ou même simplement dans ce cas-là, « lequel d'entre vous savait tirer à 10 ans ?» And which one of you was a marksman at 10? Et l'épisode continue ensuite avec cette annonce. Captured a deserter from the Night's Watch.
Rien de spécial ici, Night's Watch a été traduit littéralement en français par garde de nuit. Une watch, c'est en général une garde ou un tour de garde. Un temps pendant lequel vous devez garder les yeux ouverts et vous êtes responsable de ce qu'il se passe. Not die today, friend! Not on my watch! Et après ça, Lord Stark dit... Get the lads to settle their horses. Et ici, on va s'intéresser à lad. C'est un terme anglais, beaucoup plus courant au Royaume-Uni, pour parler d'un garçon, un jeune homme. Get the lads to settle their horses. Et d'ailleurs, il existe aussi lass pour parler d'une fille ou d'une jeune femme. What are you doing, lass? Et ensuite, nous avons donc le prénom de notre personnage principal. Ned. Et en fait, en anglais, Ned, c'est un des diminutifs des prénoms Edward, Edmund ou Edgar. Comme diminutif, vous avez aussi Ed, Eddie ou encore Ted. La différence ici, c'est que dans le monde de Game of Thrones, Ned, c'est le diminutif de Eddard. Et revenons un instant aux accents, en parlant de l'autre accent important de Game of Thrones, l'accent anglais appelé posh, qui veut dire en français distingué. C'est peut-être l'accent anglais le plus clair. À une époque, c'est celui qui représentait la haute société, tout comme dans Game of Thrones, mais de nos jours, c'est l'accent qu'ont les présentateurs télé par exemple. Et ici, c'est l'accent de Catelyn, jouée par l'actrice irlandaise Michelle Fairley. Ten is too young to say such things. He won't be a boy forever. Et pour le personnage, ça a du sens. Elle n'est pas de la même région que les Stark. Et c'est intéressant aussi parce que c'est l'accent de ces filles, qui dans le monde de Game of Thrones, sont vouées à se marier dans la haute société, plutôt que d'aller à la guerre comme les garçons, qui ont pris l'accent de leur père. You left your home to come here, and I'd be queen someday. Et c'est là donc que notre Ned fait péter la fameuse phrase de Game of Thrones. And winter is coming. En français, c'est l'hiver vient, mais comme vous pouvez le voir en anglais, c'est pas juste winter comes. Nous avons l'utilisation du present continuous, que vous connaissez peut-être sous le nom de présent en bi plus ing. Ce temps permet de dire qu'une action est en train de se dérouler. Donc la traduction littérale, c'est l'hiver est en train de venir. Mais bien sûr, c'est moins classe et ça fait beaucoup plus de syllabes. Et nous voilà avec le fameux déserteur qui nous parle un peu des White Walkers, les marcheurs blancs. I saw what I saw. I saw the White Walkers. Alors que Ned s'apprête à lui faire une coupe de cheveux, il fait le speech traditionnel des coupes de cheveux, où il parle du roi et dit qu'il est le Lord of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm. Et la traduction officielle de Seven Kingdoms en français est bien celle que vous avez sur votre écran, les 7 couronnes, et pas, comme on pourrait le penser, les 7 royaumes. Mais comme vous pouvez le voir, juste après, on voit le terme realm, et ça veut dire aussi royaume. La différence entre realm et kingdom est petite mais importante. Le realm, c'est le territoire ou le domaine qui appartient au roi ou à la reine. Et l'idée c'est que c'est juste ça, la surface de terre sur laquelle s'étend le royaume. Realm veut dire aussi domaine dans d'autres situations. Et en faisant mes recherches sur le site World Reference, un très bon dictionnaire de différentes langues en ligne, je suis tombé sur cet exemple pour l'autre définition de realm. Le domaine de Ned est l'astrophysique. Ned! Comment est-ce qu'il savait que je parlais de Game of Thrones et de Ned Stark? Hein? Donc realm, c'est le territoire du royaume, alors que kingdom représente tout ce qui constitue le royaume, que ce soit ses sujets, son armée, le roi et sa cour, ainsi que le territoire. Donc on pourrait dire que le terme couronne ici permet de faire cette distinction sans avoir à répéter royaume. Lord of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm. Sans parler de sa passion pour l'astrophysique, Ned continue en donnant son nom complet. I, Eddard, the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North. Son titre est Warden of the North. Warden, ici, c'est traduit par gouverneur. Mais de nos jours, c'est principalement deux choses. A Traffic Warden, au Royaume-Uni c'est un contractuel, un policier chargé de mettre les amendes sur les voitures mal garées, ou à part ça, Warden sera un directeur de prison. I'm Mr. Norton, the warden. You are convicted felons. Comme le jeune Brandon, ou comme il se fait appeler dans la série, Bran, n'a pas détourné le regard pendant la coupe de cheveux, John lui dit ça. You did well. C'est une phrase simple mais particulière à traduire. Did, c'est le passé du verbe do, et well, c'est bien. Donc littéralement, c'est tu as bien fait. Mais là, avec le contexte, ça veut pas dire juste ça, il y a une nuance supplémentaire. Ça va être tu as bien fait ton travail, ou alors tu as bien fait ce que j'ai dit. Donc ça va être souvent traduit par autre chose de plus court, comme par exemple tu t'en es bien sorti, ou alors bon travail. Ok, passons à une autre scène,
celle où la famille Stark trouve la portée de bébés loups que l'on verra à de nombreuses reprises par la suite dans la série. Mais ce ne sont pas de simples loups. It's a direwolf. Dire, et je veux bien dire le mot anglais d'ailleurs, et pas juste quand moi je dis tout le temps d'ailleurs, c'est pas la même chose. Le mot anglais dire, c'est un adjectif utilisé pour dire un besoin urgent ou une situation désespérée. Is your child in dire jeopardy? Mais par contre, a direwolf, c'est le nom d'un type de loup géant qui a disparu. Mais c'est aussi un nom utilisé dans beaucoup d'œuvres de fantasy pour parler de gros loups. En français, ça peut être traduit par sombre loup, loup géant ou même loup-garou. Parce que c'est un mot qui ne fait pas juste référence à des personnes qui se transforment en loup à la pleine lune, mais c'est aussi un loup géant dans d'autres cultures et mythologies. Il trouve donc 5 loups, un pour chaque enfant Stark, avant qu'ils découvrent qu'il y en a un 6e, qu'ils appellent donc... Run to the litter. Litter, c'est beaucoup de choses. Ça peut être des ordures, ça peut être une litière, mais ici c'est une portée d'animaux. Et donc le runt of the litter, c'est l'animal le plus faible de toute la portée. En français, l'expression la plus proche serait le vilain petit canard. Et dans les deux cas, ça convient parfaitement à Jon Snow, le bâtard de la famille Stark. Run to the litter. That one's yours, Snow. Ok, quittons Winterfell un instant pour aller à King's Landing, la capitale des 7 couronnes. Land, ça veut dire terre. Donc le verbe land, ça veut dire atterrir. Ça c'est pour un avion, mais ça veut dire aussi atterrir pour un bateau. Ce qu'on appelle en français débarquer. Donc King's Landing est l'endroit où le roi a fait débarquer ses bateaux. En français, c'est traduit par Port-Réal, ce qui est une traduction littérale qui a en plus un petit cachet de monde fantastique. Port-Réal. Ici, on nous présente 2 personnages, Cersei et Jaime Lannister. Et en anglais, ça se prononce bien comme ça, Cersei. Et niveau accent, la famille Lannister est censée avoir un accent poche, distingué. Et Cersei en a un qui est encore plus prononcé que celui de Catelyn. 100-foot drop into the water. You were never afraid. Et d'ailleurs, c'est censé être la même chose pour Jaime, sauf que l'acteur Nicolas Coster-Waldau est danois. Perso, moi je trouve qu'il fait un super boulot. Mais à l'oreille anglaise, ça s'entend. There was nothing to be afraid of until you told father. Mais pas le temps de se préoccuper de leur petit complot, nous avançons direct à Winterfell où le roi s'apprête à arriver. Et pendant que Jon et Robb se préparent pour son arrivée, Theon dit ça de la reine. I hear she's a sleek bit of mink. Et là, je vais être le premier à le dire. Qu'est-ce que ça veut dire que ce machin? Sleek bit of mink. On va y aller mot à mot. Sleek, ça peut vouloir dire lisse, comme par exemple les poils soyeux d'un animal. Ça peut vouloir dire élancé, comme une voiture au design classe et épuré. Ou encore élégant, comme quelqu'un de propre sur soi. Yes. Sleek, comfortable, thermally bonded, non-interwoven Kevlar fiber. La partie bit of, ça veut dire un peu, ou une partie. Et mink, c'est un vison, cet animal-là, dont la fourrure est très recherchée par les personnes riches. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça? Littéralement, ce serait donc un joli bout de vison. Mais avec l'intonation de Theon, on peut en déduire que ça veut dire que Cersei est une très belle femme. Disons que c'est la manière de Game of Thrones de dire le mot sexy. I hear she's a sleek bit of mink. Et voilà que le roi arrive avec tout son entourage, comme par exemple son fils Joffrey, et donc un de ses gardes, Sandor Clegane, appelé aussi The Hound. J'en ai parlé très récemment dans un autre épisode, mais Hound c'est un chien de chasse, mais ça a aussi un autre nom en français et c'est d'ailleurs le nom du personnage, un limier. Nous avons ensuite le roi, la reine, le frère de la reine, et il manque quelqu'un, non? Where's the imp? Arya parle ici de Tyrion Lannister, Tyrion en français, qui est donc surnommé The Imp, qui veut dire lutin, ce qui est d'ailleurs la traduction dans la version française. Imp fait donc référence à sa taille, mais c'est aussi un terme pour parler d'un enfant qui se comporte mal, un garnement en français, et ce qui fait référence à sa tendance à boire et faire la fête. Et changeons complètement de décor pour nous retrouver à Pentos, qui, comme vous pouvez le voir écrit, est de l'autre côté de la Narrow Sea, littéralement la mer étroite, ce qui a été traduit en français par le détroit, qui est en quelque sorte une mer étroite. C'est ici donc que nous retrouvons Daenerys, ou comme l'appelle son frère... Daenerys! There's our bride to be. Bride to be, c'est littéralement la mariée à être. C'est une expression commune pour dire une future mariée. Désolé de te laisser avec Viserys et Khal Drogo, mais nous devons retourner à Winterfell pour un petit dialogue entre Jon Snow et Tyrion, pour lequel on va parler d'accent. What's he doing back there? Preparing for a night with your family. Peter Dinklage, l'acteur qui joue Tyrion, est un des rares acteurs américains dans Game of Thrones.
L'autre dans cet épisode étant Jason Momoa, qui joue Khal Drogo. Et d'ailleurs, ce dernier doit plus s'inquiéter de son Dothraki plutôt que son accent anglais. Et Peter Dinklage, il doit faire un accent anglais. Et en plus de ça, faire comme son frère et sa sœur dans la série, et faire un accent poche, distingué. Mais son accent vacille entre américain et différentes variantes d'anglais. Est-ce que c'est fait exprès parce que le personnage voyage beaucoup, ou est-ce que c'est juste trop compliqué? Qui sait? Mais je vais juste vous montrer quelque chose qui me perturbe. La prononciation du mot anglais pour bâtard. Les Américains le prononcent bastard, avec le premier A qui se prononce A, et le R qui est juste un peu prononcé. Bastard. Oh my god, you killed Kenny, you bastard! Mais les Anglais par contre le prononcent avec un A qui se prononce A, et le R est complètement muet. Bastard. Mais petit piège, dans les accents du nord de l'Angleterre, comme celui du Yorkshire, l'accent qui est censé faire John, ce genre de A n'est pas prononcé de la même façon. Donc dans cette scène avec Jon et Tyrion, vu que les deux n'utilisent pas leur accent d'origine, c'est dur de savoir s'ils prononcent bien ce mot par rapport à l'accent qu'ils doivent utiliser. Ceci dit, ils le disent beaucoup. Bastard. The bastard. Bastard. Bastard? What the hell do you know about being a bastard? All dwarves are bastards in their father's eyes. Et ensuite, nous passons à la soirée en l'honneur du roi. Nous y trouvons Ned qui parle avec son frère tout droit venu du mur, Benjen. Ned et Benjen vont répéter plusieurs choses qu'on a déjà croisées. Did you know him? Of course I did. Just a lad. A wildling ambush. Dire wolves south of the wall. Winter is coming. Et après les célébrations, nous retrouvons Ned et Catelyn dans leur chambre, alors qu'ils sont interrompus par quelqu'un à la porte. It's Maester Luwin, my lord. Meister, c'est un mot inventé pour le monde fantastique pour désigner des gens qui se vouent au savoir, comme par exemple la médecine ou l'éducation. Et en français, ils ont été traduits par le simple maître. Le maître leur apporte une mauvaise nouvelle, mais ça ne nous regarde pas. Donc retournons de l'autre côté du détroit où nous retrouvons Daenerys, Khal Drogo et Viserys. Ou, comme on va l'apprendre, a Dothraki wedding without at least 3 deaths is considered a dull affair. Ok, l'idée ici, c'est que un mariage Dothraki, sans au moins 3 morts, est considéré comme a dull affair. Une affaire, c'est beaucoup de choses en anglais. Ça peut être des affaires, comme du business, ça peut être une liaison extra-conjugale, mais ça peut être simplement un événement, comme un mariage Dothraki. Et dull, ça veut dire ennuyeux ou insipide. Donc, a dull affair, c'est un événement ennuyeux. Mais pour un mariage, on dira que c'est un désastre ou un échec. A Dothraki wedding without at least 3 deaths is considered a dull affair. Mais aussitôt, nous revoilà à Winterfell pour la fin de l'épisode, où Ned s'apprête à accompagner le roi à King's Landing. I know what I'm putting you through. Terminons donc avec un petit verbe à particules. Put through. Littéralement, c'est mettre à travers. Donc ça veut dire faire passer quelque chose à travers autre chose. Mais si, comme ici, vous dites que vous faites passer quelqu'un à travers quelque chose, ça veut dire faire endurer quelque chose à quelqu'un. Et donc ici, ce sera « je sais ce que je te fais endurer ». Sorry guys, hate to put you through this. Et voilà pour ce gros épisode des trucs intraduisibles sur Game of Thrones. Ah, si seulement j'avais un bon truc pour terminer l'épisode, genre une blague qui a pas été faite depuis 2011 pour finir en beauté. En fait, ce qu'il faudrait, c'est une chute. The things I do for love. Et merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne saison 8 de Game of Thrones ce mois-ci. Et sur ce, je vous dis... à la semaine prochaine!